Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par Mano Médical et présenté par le docteur Stéphane Mahler. Bonjour Stéphane, tout va bien? Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Ravi de votre présence aujourd'hui. Alors avant de commencer la présentation, nous allons laisser quelques instants à nos participants pour s'installer. Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. J'espère d'ailleurs que vous nous entendez, que vous nous voyez bien. Donc, nous nous retrouvons pour une série de webinaires dédiés à la compréhension et l'analyse des paramètres vitaux à monitorer. On a vu que c'était un sujet qui intéressait la communauté vétérinaire et les ASV. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons 3 dates. Donc aujourd'hui, Stéphane Mahler va nous indiquer à quoi correspondent les différents paramètres. Vous avez d'ailleurs le calendrier à l'écran. Ensuite, le 22 mars prochain, nous nous retrouverons pour en savoir plus sur les différentes variations du monitoring multiparamétrique. Et puis, le 12 avril, Stéphane Mahler nous exposera quelques cas pratiques avec les actions correctrices adaptées. Et tous ces webinaires, bien entendu, seront disponibles par la suite en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, un mot sur votre intervenant. Le docteur Stéphane Mahler est passionné par la gestion de la douleur et les techniques adaptées, qu'il partage avec les équipes vétérinaires depuis de nombreuses années au travers de son organisme de formation Best in Vet. Il a un intérêt tout particulier pour les techniques avancées d'anesthésie loco-régionale, notamment l'électrostimulation et l'éco-guidage. Quant à Mano Médical, nous proposons depuis maintenant 25 ans des solutions adaptées, des équipements médicaux adaptés aux vétérinaires. Vous pouvez voir à l'écran les quelques gammes que nous proposons. Donc, nous proposons des solutions en imagerie, en thérapie laser, en chirurgie, ainsi que pour l'aménagement de votre clinique et en monitoring. Et nous avons également pour objectif de vous accompagner au travers de supports pratiques et pédagogiques tels que les webinaires, en nous appuyant donc sur l'expertise de spécialistes. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, avant de vous passer la main, Stéphane, je vous précise que vous pouvez poser toutes vos questions dans la zone de chat dédiée de la plateforme et nous y reviendrons à l'issue de la présentation. Voilà, écoutez, je vais pouvoir vous passer la main. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je vous dis à plus tard. Hop. Voilà, vous avez normalement une petite fenêtre, Stéphane, qui s'ouvre. Et voilà. Est-ce que vous pouvez juste me dire si mon écran est projeté là? Oui, tout impeccable. À fait. Je vois votre écran. Génial. Merci beaucoup pour cette introduction, Evelyne, et rebonjour à tout le monde. Moi aussi, je suis très heureux de partager cette passion de l'anesthésie avec vous. Evelyne a donc présenté le thème de ces 3 webinaires autour de la surveillance multiparamétrique. Donc, je ne vais pas revenir sur les thèmes et les dates qui vous en sont présentés. Aujourd'hui, l'idée de ce premier webinaire, c'est de comprendre à quoi correspondent les paramètres qui sont affichés par le moniteur multiparamétrique. C'est bien beau de les voir s'afficher, de voir toutes ces courbes, ces chiffres. Encore faut-il qu'on comprenne le message qu'il y a derrière ces informations. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui et c'est un thème qu'on a souhaité ouvrir autant aux vétérinaires aux ASV puisque vous le savez très bien, c'est souvent un rôle qui est proposé aux ASV, cette surveillance instrumentale et clinique de l'anesthésie. Et ça me semble particulièrement intéressant, pertinent d'associer toute l'équipe autour de ce petit webinaire, de manière à parler le même langage, de manière à se transmettre les informations de manière efficace.
Donc, on va essayer à la fois d'intéresser le vétérinaire et l'ASV sans frustrer ni par la simplicité du message ou par sa complexité. Donc, ça va être au fur et à mesure, certainement, des 3 webinaires que toutes les informations vont venir s'accumuler progressivement. Donc, on est parti pour une 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure d'information et ce sera avec plaisir qu'on échangera à la fin. En introduction, je voulais rappeler ce qu'on aime bien rappeler en anesthésie et je voulais l'illustrer par cet excellent article qui vient de sortir sur la mortalité anesthésique chez le chien, une étude mondiale qui a été menée et qui actualise un peu les chiffres de la mortalité qui seraient aux alentours de 0,69%. En gros, un chien sur 145 meurt d'une anesthésie. Alors, vous comme moi, on sait très bien que ça ne meurt jamais en anesthésie. On n'a jamais de problème d'anesthésie. Probablement parce que l'ensemble de l'immense majorité de ce décès survient en post-opératoire. Les cercles que vous avez en bas de l'écran sont la proportion de décès aux différents stades de l'anesthésie. Donc tout à gauche, vous voyez qu'au moment de l'induction, il y a 6% de décès. Au moment de la maintenance, il y a 13%. Ce qui fait que au bloc opératoire, on a moins de 20% de mortalité. Ça ne meurt pas au bloc opératoire. En fait, ça meurt après. 80%, 81% des décès liés à l'anesthésie surviennent après l'anesthésie, 24, 48, 72 heures, même plus après l'anesthésie. Quand on meurt ou quand un patient meurt 72 heures après une anesthésie, c'est encore un décès anesthésique et c'est cette fausse image, c'est cette fausse impression que tout s'est bien passé qui nous fait dire que il n'y a pas de décès, il n'y a pas de problème en anesthésie. Mais si, il y a des problèmes. Et peut-être que, bon, l'explication, elle est multiple. On surveille moins les patients, on n'a plus les informations paramétriques. Et au sujet de ces informations paramétriques, eh bien, il y a des études, chez l'homme évidemment, il y en a beaucoup moins chez le chien, mais il y a des études qui nous montrent que, tiens, qu'est-ce qui se passe avec la capnométrie? Eh bien, une augmentation de la mortalité à 30 jours post-opératoire est notée si au cours d'une anesthésie, la capnométrie augmente. Cette capnométrie qu'on va surveiller au cours de l'anesthésie, si elle est anormale, elle pourra être associée à une mortalité anormale après l'anesthésie, d'où l'intérêt de la surveiller. Pareil pour l'oxymétrie pulsée. Des études ont montré que si cette oxymétrie pulsée diminue au cours d'une anesthésie, eh bien, il y a de grandes chances qu'il y ait une augmentation de la mortalité 30 jours après l'anesthésie. Donc, on a tout intérêt à surveiller cette oxymétrie pulsée. Pareil pour la pression artérielle. Des études ont montré que si cette pression artérielle venait à bouger pendant une anesthésie, il n'y aurait pas de problème pendant l'anesthésie, absolument pas. Mais il y a des risques accrus de lésions cardiaques, de lésions rénales en post-opératoire. L'hypotension est un facteur de risque en post-opératoire. D'où l'intérêt, encore une fois, de surveiller ces valeurs, de surveiller ces paramètres pour s'assurer que pendant l'anesthésie et surtout, vous l'avez bien compris, après, on n'ait pas de complications. Jusque-là, on surveillait cliniquement, mais la surveillance instrumentale nous apporte bien plus d'informations et des informations, je dirais, en avance. Du coup, voici un exemple, enfin, un moniteur multiparamétrique avec l'ensemble de ces informations qui s'affichent à l'écran. Eh bien, on va les détailler de manière à, aujourd'hui, comprendre exactement quelle information cela nous donne. Et on va commencer, alors c'est pas le pire, vous allez me dire, mais j'avais justement envie de commencer par le plus simple, qui est la température corporelle. Parce que il y a toujours il y a quelques informations qui sont importantes à comprendre. Dans le corps, il existe un gradient de température. La température de notre corps, elle n'est pas identique partout.
Elle varie en fonction du métabolisme. Il y a des endroits où il y a beaucoup de métabolisme, il y en a d'autres au niveau de la peau, de la périphérie, où il n'y a pas énormément de métabolisme, donc ça chauffe beaucoup moins. Ça dépend de la circulation sanguine, ça dépend de la distance entre la surface corporelle et l'organe qu'on étudie. En fait, on distingue deux compartiments quand on parle de température corporelle. Le noyau central, qui est là où la température doit être préservée. C'est les viscères, c'est l'encéphale, le cœur, le foie, le pancréas, les muscles profonds. Là, on veut que la température, elle soit la plus homogène et la plus chaude possible. Et tout autour, on a ce qu'on appelle l'enveloppe corporelle, qui, elle, a une température extrêmement variable. Et finalement, je dirais presque, on s'en fout. C'est les muscles superficiels, c'est le tissu sous-cutané, la peau, le rectum éventuellement, font partie de l'enveloppe corporelle. Pendant une anesthésie, on va avoir ce qu'on n'a pas en temps normal, on va avoir constamment un échange de chaleur entre le noyau et l'enveloppe. Pourquoi? Parce que au moment de l'anesthésie, vous le savez, on induit une vasodilatation. La quasi-totalité de nos agents anesthésiques sont vasodilatateurs. Donc ce noyau central qui, au contraire, essayait de rester bien fermé, vasoconstricté pour ne pas subir des échanges thermiques, il va s'ouvrir et échanger encore plus de chaleur avec l'enveloppe. Du coup, quelles conséquences pour cette mesure? On va oublier le thermomètre rectal parce que la température de l'enveloppe, ça ne m'intéresse pas beaucoup. La sonde rectale, avec même l'encombrement du rectum, sont difficiles à monter au niveau du noyau, c'est-à-dire, grosso modo, le cœur, le foie. Et donc, quand on parle de température instrumentale, la température donnée par un moniteur multiparamétrique, c'est bien un thermomètre œsophagien que je veux introduire au niveau du cœur. C'est le premier paramètre. Ce paramètre instrumental, c'est la température au niveau du cœur, au niveau du foie, que je veux connaître, c'est la température à cœur du noyau. D'où l'intérêt de monter ces thermomètres œsophagiens en arrière de l'omoplate, au niveau du 4e espace intercostal, pas plus loin, sinon on tombe dans l'estomac et ça peut faire des petits reflux, mais on veut bien la monter au niveau du cœur. Voilà, très courte introduction avec la température qui est certainement un sujet très simple, mais néanmoins important. Je ne veux pas la température du rectum, je ne veux même pas la température du cou, qui ne serait pas une température corporelle exploitable. L'ECG. Alors l'ECG, là aussi, vous connaissez beaucoup d'informations sur l'ECG. L'ECG, c'est une activité électrique. C'est l'activité électrique dans le cœur, c'est la genèse d'une onde électrique et sa conductance sur le long du myocarde. Si cette électricité circule bien, je suis en droit de penser qu'elle va générer une contraction cardiaque régulière, rythmique, synchronisée. L'ECG est donc une technique performante pour me dire si la conduction de cette activité électrique est anormale, c'est-à-dire si j'ai une arythmie. L'arythmie, c'est tout simplement l'activité électrique anormale. Alors, ça peut être des anomalies assez classiques de fréquence cardiaque, d'arythmie sinusale respiratoire, et puis des troubles de conduction un peu plus compliqués qu'on va voir dans les prochaines fois, des extrasystoles, des blocs, etc. Élément important, c'est que ça ne me donne aucune information sur l'activité mécanique du cœur. Ça ne me donne aucune information sur est-ce que le cœur éjecte du sang, est-ce qu'il y a une pression artérielle. Et ça, c'est très important à comprendre. Vous pouvez avoir un ECG quasiment normal et une activité mécanique du cœur nulle. Et à l'inverse, vous pouvez avoir une arythmie, un signal électrique anormal, et finalement un cœur qui fait très très bien son travail.
Donc, l'élément important à comprendre, c'est que oui, c'est indispensable, parce qu'il y a beaucoup d'indications à surveiller cette activité électrique, mais c'est une activité électrique et elle ne peut jamais être utilisée comme seul indicateur d'une fonction cardiaque. Vous ne pouvez pas dire si l'activité mécanique du cœur est normale sur la base d'un ECG. Quelques mots, vous connaissez le recueil de l'ECG, on le fait aussi en consultation. Le cardiologue va recueillir son ECG, on sait qu'on place des électrodes à la surface du corps parce que cette activité électrique, je la détecte à la surface du corps. On a l'habitude de les mettre sur les plis inguinaux et les plis axillaires, mais gardez à l'esprit que vous voulez que plus vous serez près du cœur, plus vous percevrez, plus vous enregistrerez une bonne activité électrique. Donc, comme vous le montre l'image du bas, il n'est pas idiot de mettre les pinces électriques le plus près possible du cœur pour que, en particulier, l'électrode rouge et verte, qui sont celles qui vont nous donner la dérivation des deux, soient dans le plus grand axe du corps. Parce que, en fonction des positions qu'on va donner à l'animal, peut-être que le pli axillaire et le pli inguinal vont être tellement modifiés qu'ils ne vont pas donner un bon signal de l'activité cardiaque. Peut-être que ça va être trop loin du cœur pour percevoir l'activité cardiaque, l'activité électrique, en particulier chez les petits animaux. Et le contact des électrodes, évidemment, qu'on va essayer d'améliorer avec de l'alcool qui s'évapore malheureusement de temps en temps, ou du gel à queue de type échographique, ça peut assurer un contact sur une plus longue distance. Et ce qu'on veut repérer, c'est c'est cette activité électrique que vous pouvez retrouver sur Wikipédia. Je l'ai pompé sur Wikipédia si ça passe pas très bien à l'écran, mais je l'aime beaucoup parce que ça représente exactement ce qu'on doit comprendre d'un ECG. Qu'est-ce que c'est que cette onde PQRST, PQRST qui se succède? Eh bien, c'est la propagation du courant électrique le long du cœur qui va me dire que oui, le courant électrique est généré au niveau du nœud sinusal, se propage de l'oreillette au ventricule et est suivi par une onde de repolarisation. En fait, tout simplement, on veut faire ce que analyse le cardiologue quand il prend un ECG pour la toute première fois. Il faut qu'en fait, on ne va pas faire en détail des calculs comme fait le cardiologue d'amplitude d'onde ou de durée. Non, nous, on veut savoir si le rythme est sinusal, si l'activité est générée dans l'oreillette, se propage de l'oreillette au ventricule et ensuite est suivie d'une onde de repolarisation. On veut se poser ces 4 questions. Et c'est ce qu'il faut comprendre d'un ECG, je pense. Il faut avoir ces 4 questions en tête, qui sont les 4 questions classiques. Est-ce que chaque QRS est précédé d'une onde P? Ça veut dire, est-ce que la genèse, est-ce que l'activité électrique prend naissance dans l'oreillette et se transmet au ventricule, tout simplement? Est-ce que chaque onde P est suivie d'un QRS? Est-ce qu'à chaque fois qu'une onde est initiée dans l'oreillette, elle est bloquée, ce qui serait dramatique, ou est-ce qu'elle va vers le ventricule? Est-ce que chaque intervalle PR est constant? C'est-à-dire, est-ce que cette activité électrique se propage normalement, rapidement entre l'oreillette et le ventricule? Et est-ce que l'onde P est positive en D2? Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie de l'activité de l'oreillette, des arythmies au niveau de l'oreillette? C'est ces 4 questions qu'il faut essayer de repérer sur un ECG pour se dire, pour une anesthésie, encore une fois, qu'on est dans une situation normale. L'appareil nous aide un petit peu dans l'optimisation du signal. Et là aussi, il va y avoir quelques petits réglages à faire pour cet appareil. L'appareil amplifie le signal pour vous l'afficher à l'écran et il faut savoir rentrer un petit peu dans les paramètres de l'appareil pour aller utiliser les différents filtres que l'appareil vous permet d'utiliser,
qui vous permettent de réduire les bruits, les bruits ambiants, les bruits de parasites d'activité électrique, que ce soit en particulier le matelas chauffant ou d'autres dispositifs électriques, bistouris électriques. En fait, qu'est-ce que c'est que ces réductions de bruit? Ce sont des filtres que l'appareil vous propose pour réduire la fenêtre dans laquelle il va analyser l'activité électrique. Cet appareil que je vous propose, là, qui est distribué par Mano Medical, a 3 filtres, diagnostic, moniteur, chirurgie, qui réduisent, en particulier pour la chirurgie, réduisent la fenêtre dans laquelle il va lire l'activité électrique pour supprimer tous les éléments qui ne sont pas de l'activité cardiaque. C'est pour ça que, en le réglant sur chirurgie, par exemple, il va éliminer le bruit parasite du matelas chauffant, et puis vous allez avoir un signal de bonne qualité. Souvent, on n'a pas de signaux de bonne qualité à cause de ces parasites, parce qu'on a oublié de brancher ces filtres qui sont intéressants. Malheureusement, ces filtres aussi peuvent supprimer du signal et vous donner un signal plus faible. Donc en fait, quand on règle un ECG, on va déjà choisir sa dérivation. Habituellement, c'est la dérivation D2, mais pas toujours, parce qu'en fonction de la position de l'animal et de la position de vos électrodes, peut-être imposée par la chirurgie qu'on va faire, mais ce n'est pas forcément la D2 qui sera la plus belle pour voir une belle activité électrique. Donc n'hésitez pas à la changer. De toute façon, on ne fait pas de la finesse de lecture que ferait un radiologue. On choisit d'amplifier l'amplitude parce que un petit chat ne va pas avoir la même amplitude qu'un grand chien. Donc il faut savoir trouver cette amplitude pour l'augmenter ou la diminuer. La vitesse de défilement, on le verra des exemples. Et puis n'oubliez pas d'activer ces filtres qui sont particulièrement intéressants pour optimiser le signal. La pression, la saturation pulsée. Alors là, il y a énormément de choses à dire avec cette saturation pulsée. Qu'est-ce que c'est que la saturation pulsée? La définition exacte, c'est une mesure non invasive, donc indirecte, ce n'est pas des gaz du sang qu'on fait, c'est une mesure non invasive, continue de la saturation en oxygène de l'hémoglobine dans un lit capillaire artériel périphérique. Alors c'est long, mais chaque petit mot a son importance. On appelle ça, alors les autres termes sont que des synonymes. Oxymétrie pulsée, oxymétrie de pouls, saturation de pouls, tout ça, ce sont des synonymes. C'est le petit capteur qu'on pose sur la langue. Il faut bien comprendre ce que c'est que ce paramètre. Vous savez que l'hémoglobine, elle est présente sous 2 formes. Sous forme oxygénée, quand on est au niveau du poumon à droite de mon écran, l'hémoglobine arrive, se charge en oxygène et va transporter l'oxygène donc sous cette forme oxygénée, oxyhémoglobine. Elle va arriver au niveau des muscles. Là, elle va se décharger de son oxygène pour le délivrer aux muscles et redevenir de la désoxyhémoglobine. Donc, il y a 2 formes d'hémoglobine, oxygénée ou pas oxygénée. C'est ça, la saturation. La saturation, c'est une simple équation. On va mesurer la quantité d'hémoglobine oxygénée par rapport à l'hémoglobine totale. Quand on a une saturation de 100%, tout l'hémoglobine est sous forme d'oxyhémoglobine. Quand on a une saturation de 0, c'est que l'hémoglobine n'est absolument pas sous forme oxygénée. Bon, et ça sert à quoi? Eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment l'hémoglobine est sous une forme oxygénée? Et cette information, elle est donnée par cette courbe célèbre qu'on appelle la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Si on se met à droite de ma courbe, cette courbe donne la saturation de l'hémoglobine en fonction de la pression d'oxygène. Parce que l'hémoglobine sera sous forme oxygénée, oxyhémoglobine, quand elle sera entourée de beaucoup d'oxygène. Plus il y a d'oxygène autour d'elle, plus elle est contente et elle fixe plus l'hémoglobine fixe l'oxygène. À l'inverse,
l'hémoglobine est sous forme de désoxyhémoglobine quand on est au niveau des tissus périphériques, quand la pression partielle en oxygène diminue. Donc voilà, en fait, quand vous mesurez la saturation, vous mesurez la pression de manière indirecte, vous mesurez la pression d'oxygène qu'il y a autour de l'hémoglobine. En fait, ce n'est pas tellement la saturation qu'on veut savoir, c'est puisque la saturation et la pression d'oxygène sont liées, quand je mesure la saturation, je mesure la pression d'oxygène qu'il y a autour. Comment on fait? C'est ce petit capteur lumineux que vous connaissez, ce petit émetteur de lumière va apporter une lumière rouge, une lumière infrarouge, qui sont absorbées de manière différente suivant qu'on a de l'hémoglobine ou de la désoxyhémoglobine. Et l'appareil va tout simplement faire un calcul. Il va être capable de dire la proportion de désoxyhémoglobine et la proportion d'oxyhémoglobine. Et il fait son calcul en disant, voilà, la saturation en oxygène, elle est de temps. Et vous, parce que vous avez cette courbe de dissociation en tête, vous êtes capable de dire s'il y a de l'oxygène ou s'il n'y a pas d'oxygène autour de cette hémoglobine. L'appareil vous donne un chiffre, donc c'est ce 95% ou 97%, comme vous le voyez à l'écran, qui est donc la saturation pulsée en oxygène. Elle va vous donner une fréquence de pouls que vous pourrez comparer à l'ECG, que vous pourrez comparer à la pression artérielle, une courbe qu'on va analyser un peu plus en détail la prochaine fois. C'est ce qu'on appelle une courbe de plétismographie qui ressemble étrangement à la courbe de pression artérielle. Et un indice de perfusion, alors celui-là, on ne va pas vraiment le détailler parce qu'il y a encore peu d'informations sur la manière de l'exploiter en médecine vétérinaire. C'est le ratio entre le sang, l'activité pulsatile et l'activité non pulsatile. On va le mettre de côté, cet indice de perfusion, parce qu'il est là de 1,83. Il n'est pas très intéressant. Pour l'instant, parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment l'exploiter. La saturation, si elle est bonne, c'est-à-dire si on est au-dessus de 95-97%, vous pouvez vous dire probablement que on apporte assez d'oxygène à cet animal, que la ventilation est efficace, qu'au niveau du poumon, ça passe bien, il y a une barrière alvéolo-capillaire fonctionnelle, et que vous avez une bonne activité pulsatile périphérique. Quand ça ne marche pas, il faut reprendre ces 4 points les uns après les autres. Est-ce que je n'apporte pas assez d'oxygène? Est-ce que ça ne ventile pas? Est-ce qu'il y a un œdème du poumon? Ou est-ce que tout simplement, j'ai pas d'activité pulsatile périphérique? On met habituellement ce capteur au niveau de la langue, vous le savez, il y a d'autres endroits où on peut le mettre, la babine, le pavillon, le prépuce, il y en a plusieurs, il y a même des sondes, ce sont des sondes spéciales qui donnent l'oxymétrie, des sondes rectales qui donnent l'oxymétrie, mais ça évidemment, on les a pas, c'est juste pour information. Il y a plein d'endroits, si on veut le mettre ailleurs que sur la langue, il faut raser, il faut mettre sur la peau, faut essayer de faire en sorte que ce ne soit pas pigmenté pour que ce soit efficace. Et puis souvent, ça ne marche pas. On le sait très bien. Alors, ça peut être l'appareil, mais on va voir les fois suivantes qu'il y a des fois, il faut se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Il y a des petits trucs et astuces. Ça peut être aussi, on a compris que c'était un jeu de lumière, cette oxymétrie. Eh bien, peut-être que la lumière ambiante parasite un peu la réception de la lumière et à ce moment-là, il va falloir couvrir un peu la tête du chat. Peut-être aussi que la lumière est trop forte pour traverser la toute petite surface de la langue et finalement, le récepteur est saturé par trop de lumière et à ce moment-là, il faudra au contraire mettre de la surface, rajouter une compresse imbibée d'eau autour de la langue et d'un seul coup,
vous vous apercevez que le signal est de meilleure qualité parce que le récepteur de lumière n'est pas écrasé par trop de lumière. En fait, il faut savoir, faut essayer de jouer avec ces paramètres pour améliorer le signal. Et puis on va voir aussi qu'il y a, sur les fois suivantes, qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Les limites de la saturation, eh bien, je vais déjà vous faire peur, mais une bonne saturation suggère, comme je vous l'ai dit, qu'un animal est bien oxygéné. Mais attention, ça ne veut pas dire que les tissus reçoivent bien de l'oxygène. Et ça n'exclut pas que l'animal est en hypoventilation. Effectivement, on peut avoir une excellente saturation et une hémoglobine qui ne veut pas donner son oxygène et des tissus qui vont être en anoxie ou en hypoxie. Et pourquoi un animal en hypoventilation peut avoir une excellente saturation? Parce qu'on parle de deux paramètres différents. La SPO2, ça nous donne l'oxygène, mais l'hypoventilation, c'est le CO2. Et effectivement, un animal peut ne pas correctement éliminer son gaz carbonique tout en étant bien oxygéné. Et c'est deux choses complètement différentes. On verra ça également au fur et à mesure des webinaires. Parlons justement de ce CO2. La capnographie, un paramètre extrêmement riche d'informations. La capnographie, ici en rose, qu'est-ce que c'est? Là aussi, une définition très précise. De nouveau, une mesure non invasive, parce qu'on peut le faire de manière invasive. On peut mesurer le gaz carbonique dans le sang, la pression partielle en gaz carbonique dans le sang. Mais là, on va le faire de manière indirecte. On va le mesurer dans l'air expiré, parce que on va partir du principe que ce que l'animal ou ce que moi, j'expire, oui, c'est peut-être plus précis, j'expire en gaz carbonique, c'est très représentatif de l'air que j'ai dans les alvéoles pulmonaires. Donc, c'est très représentatif du CO2 que j'ai dans le sang. Et c'est pour ça qu'on va mesurer cette capnographie et que c'est une mesure indirecte, continue des gaz expirés, mais également des gaz inspirés. Et il vient d'où ce CO2? Il vient de mes tissus périphériques. C'est pour ça que, c'est ce que je représente sur le schéma à droite, la capnométrie vous donne à la fois une information sur le transport des gaz, parce qu'il faut bien que ce CO2 périphérique soit transporté au niveau du poumon, et il me donne une information sur la ventilation. Il faut bien que cet air que j'ai dans le poumon soit expiré. Donc c'est une information complexe, et la capnométrie est vraiment multiparamétrique. Ça va me donner des informations sur le métabolisme, sur la fonction cardiovasculaire, de nouveau sur les échanges gazeux, sur la fonction de ventilation et même sur les circuits et sur mes réglages. Donc, quand la capno est normale, vous pouvez vous dire tout va bien. Et quand la capno est anormale, il va falloir passer ces 5 points en revue. Est-ce que c'est le métabolisme? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est les circuits? Donc c'est un élément, c'est un paramètre extrêmement riche à exploiter. Voici une petite représentation de ce qui se passe au niveau du capteur du CO2 que vous mettez au bout de la sonde trachéale. Au moment de l'expiration, eh bien, le capteur va prélever de l'air expiré et il va dire hop, 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 moi je détecte du CO2. Et c'est ça qu'il va afficher à l'écran, c'est ETCO2, le CO2 en fin d'expiration. Dans un exemple ici, il est de 52. Et puis, à chaque fois que l'animal va inspirer, en théorie, il n'y a pas de CO2. Il doit juste y avoir de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur. Donc, le capteur ne va prélever que de l'oxygène et il ne doit pas détecter de CO2. Il va vous dire, OK,
FiCO2, la fraction inspirée en gaz carbonique, ben, j'ai rien détecté. C'est 0. Effectivement, on ne respire pas de gaz carbonique. Donc, ça doit toujours être à 0. Contrairement à l'exemple que je vous ai montré ici à l'écran, on ne peut pas faire des photos et suivre l'anesthésie de manière efficace. Donc, effectivement, cet animal que j'avais sous anesthésie, il inspire un peu de CO2 puisque vous voyez que FiCO2 est à 7. 7 mm de mercure, j'ai laissé cet animal respirer un peu de CO2 de la faute à mes réglages. Et donc, ben, la capnométrie, c'est le chiffre, c'est le 52, c'est le 7. La capnographie, c'est ces petits créneaux de château fort qui vous donnent la succession du cycle ventilatoire. Et l'appareil vous donne évidemment la fréquence respiratoire. On analyse les valeurs, on analyse la fréquence respiratoire. Il va également falloir analyser la forme, que l'on veut être comme ça, comme ces petits créneaux de château fort que je vous montre, qui est la forme normale. On verra évidemment qu'il y a des formes anormales. Et puis, comme tous les paramètres, et je ne l'ai pas encore évoqué, mais comme tous les paramètres, on va analyser la tendance, c'est-à-dire comment, sur la dernière demi-heure, ce paramètre a évolué. Parce que quand on vient en bloc opératoire et qu'on prend une information, par exemple, là, la capno est à 52, et que je reviens une demi-heure après, et que je me dis à combien est la capno, 58, bah, c'est pas très grave. Si c'est grave, c'est passer de 52 à 58, c'est important. Une fréquence cardiaque qui passe de 100 à 80, c'est important. C'est une chute de 20%. C'est une bradycardie. Ce 20% est toujours un élément 15 à 20%, suivant qu'on est optimiste ou un petit peu paranoïaque. 15-20% est toujours dans la tendance quelque chose à garder à l'esprit. On part avec une valeur qu'on note et on se dit si ce paramètre augmente ou diminue de 15 à 20%, je suis en droit de me dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Ça, c'est la tendance. Et cette tendance, si on n'a pas noté, si on n'a pas pris une photo de l'écran du moniteur, ben on ne s'en souvient pas. Si on ne l'a pas noté sur une feuille de papier, ben on ne s'en souvient pas. Et on oublie que ben, c'était à 20% plus élevé que ce que je vois là maintenant. Donc la tendance est un élément important. Et pour la capno, ben, il va falloir, c'est ce que je vous disais, il va falloir se poser toutes ces questions. Quand c'est normal, mais quand il y a un problème, est-ce que c'est de la production du CO2? Est-ce que c'est dans le transport du CO2? Est-ce que c'est dans les échanges? Est-ce que c'est dans la ventilation? Est-ce que c'est dans les réglages? Voilà la difficulté, à la fois la richesse et la difficulté de la capno. La pression artérielle, alors ça, c'est le parent pauvre, je dirais, de la surveillance instrumentale. On a tendance à le négliger. Et pourtant, autant j'ai commencé avec l'ECG, j'aurais pu faire suivre l'ECG de la pression artérielle parce que c'est la pression artérielle qui va me donner une information sur l'activité mécanique du cœur. Je vous l'ai dit, l'oxymétrie va me donner aussi un petit peu cette information, puisque l'oxymétrie, c'est une activité pulsatile. Donc, si j'ai une activité pulsatile, je suis en droit de me dire que j'ai probablement une bonne activité mécanique cardiaque. De la même manière, la capno me donne cette information. Si j'ai une bonne capno, j'ai probablement un bon transport des gaz, donc une bonne activité mécanique cardiovasculaire. Mais l'information la plus directe, je vais quand même la recueillir avec la pression artérielle. Et la pression artérielle, c'est cette information ici, 105, 49, 67. Alors ça correspond à quoi? Pression artérielle que l'on fait au cours d'une anesthésie. Celle que je vous présente là, c'est la mesure non invasive. Je ne mets pas de cathéter dans la veine ou dans l'artère, ça serait une mesure invasive, ça existe. Mais nous, au quotidien, on fait du non invasif discontinu, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre que je déclenche une mesure ou que la mesure se déclenche automatiquement pour que je lise le paramètre.
faut pas oublier de le faire parce que sinon on lit un paramètre qui a une demi-heure d'attente ou une demi-heure de retard. Donc, c'est discontinu, c'est non invasif de la pression artérielle. La pression artérielle, c'est la pression qui règne dans le sang, dans les vaisseaux sanguins. C'est la pression, la force exercée par le sang contre la paroi. Alors, c'est très simple. À chaque fois que le cœur bat, à chaque systole, il va y avoir une grosse pression dans les artères. Et à chaque diastole, cette pression va retomber. Attention, elle ne va pas être à zéro. Il règne une pression à l'intérieur des vaisseaux, sinon les vaisseaux seraient tout flagada, comme tout flasque. Or, un vaisseau ne s'affaisse pas. Il règne une pression à l'intérieur, même en dehors de la systole. Donc, on va avoir une augmentation de la pression au moment de la systole et une pression un peu moins forte en diastole. La pression artérielle systolique va me donner une idée de la force de contraction du cœur. La diastolique va me donner une idée des résistances vasculaires. S'il y a une vasodilatation comme ça se produit quasiment souvent en anesthésie, cette diastole va s'effondrer. S'il y a un bon tonus vasculaire, cette diastole est maintenue. Et puis, vous savez qu'il y a la pression artérielle moyenne, qui n'est pas la moyenne entre les deux, qui est un calcul un peu différent. Mais lui va me donner finalement une idée de la perfusion globale des tissus. Alors, quand on démarre en pression artérielle, moi, ce que je suggère, c'est pas de regarder toutes ces trois valeurs, mais c'est de regarder la pression artérielle moyenne. C'est elle qui va vous donner une idée de la perfusion globale des tissus et c'est celle qui va vous permettre de vous entraîner à comprendre la pression artérielle. Et puis progressivement, on pourra jongler de manière différentielle avec les autres paramètres. Mais entraînez-vous déjà à regarder, enregistrer, noter et comprendre la pression artérielle moyenne. Voilà, ici, on a une pression artérielle systolique à 111, une pression diastolique à 57, une pression artérielle moyenne à 73. Ben, je vais regarder le 73, je vais le noter en début de chirurgie, et puis si ça augmente ou si ça diminue de plus ou moins 15-20%, je suis en droit de parler d'hypotension ou d'hypertension. Et puis quand ça ne va pas, eh bien, il va falloir, là aussi, se poser un certain nombre de questions. La pression artérielle, elle dépend de quoi? On l'a dit, c'est le cœur. C'est le travail du cœur, donc c'est sa fréquence cardiaque et c'est la quantité de sang qu'il éjecte. Donc, la pression artérielle est fonction de la fréquence cardiaque et du volume que le cœur éjecte, le volume d'éjection systolique. Et, on l'a dit, c'est fonction aussi des résistances vasculaires. Donc, à chaque fois que vous avez une modification de la fréquence de la pression artérielle, eh bien, il faut se dire, est-ce que c'est la fréquence cardiaque qui est en cause? Est-ce que c'est l'activité mécanique du cœur qui est en cause? Ou est-ce que c'est les résistances vasculaires périphériques qui sont en cause? Trois paramètres à explorer, à rechercher et à éventuellement corriger. Vous connaissez ce petit brassard que l'on applique autour d'une artère qu'on peut mettre aux antérieurs, aux membres thoraciques ou aux membres pelviens. Il se gonfle, il se dégonfle en détectant les oscillations du pouls de manière automatique et avec une certaine fréquence. Alors attention, ayez une panoplie de brassards adaptés à la taille de vos animaux. Vous ne pouvez pas espérer avoir une pression artérielle représentative avec un seul brassard pour tous les animaux. Parce qu'un brassard trop étroit ou trop lâche, typiquement un brassard qui glisse, va d'un seul coup vous surestimer la pression artérielle. À l'inverse, un brassard trop large ou trop serré va vous sous-estimer cette pression artérielle. Donc la pose du brassard et sa vérification est importante.
Vous avez des petits repères sur les brassards pour vous aider, vous le savez, ou alors on mesure la largeur du brassard en fonction de la largeur, de la circonférence du site de pose. Mais souvent au quotidien, on utilise ces petits repères. Mais là aussi, avant de se jeter sur des médicaments ou des mesures correctrices, on vérifiera que le brassard est bien posé, on le reposera ou on changera de site de prélèvement, par exemple. Les valeurs normales, elles peuvent varier. Elles peuvent varier. Disons que déjà, d'une part, la pertinence des informations données par un appareil sont variables en fonction des performances de l'appareil lui-même. Les intervalles de référence aussi changent un petit peu. Je vous donne ici des intervalles de référence, mais gardez à l'esprit que ma règle du 15-20%, partez avec la mesure initiale et dites-vous, je veux que cet animal soit stable pendant la durée de l'anesthésie. Stable, ça veut dire que le paramètre qui ici est de 73 ne doit pas augmenter ou diminuer de plus de 15 à 20%. Typiquement, 73, 10%, ça ferait 7, 20, 14. Si j'arrive à 85 de pression moyenne, je suis en droit de me dire, oula, hypertension. Et à l'inverse, si je descends en dessous de 60, j'ai le droit de me dire, oui, là, j'ai le droit de me dire, effectivement, là, on est probablement en hypotension. Et toujours, comme on évalue des valeurs et une tendance, vous ne pouvez pas espérer suivre ces éléments sans les noter. Et c'est pour ça que soit je vous invite à trouver sur les appareils la fonction tendance qui vous donne cette information sur les 30 dernières minutes, par exemple, enfin c'est paramétrable, il vous affiche sur les 30 dernières minutes comment a évolué le paramètre que vous êtes en train de regarder, soit alors, eh bien, il faut le noter. Alors j'avoue que je le note pas toujours moi, mais je prends des photos d'écran, de manière à, quand je reviens au bout de 5-10 minutes revoir cet animal, je reprends la photo d'écran et je compare avec ce que j'avais 10 minutes avant. Mais évidemment, le gold standard, c'est de noter comme sur ce copie de fiche de suivi d'anesthésie, où clairement, vous voyez que sur la dernière demi-heure, eh ben, la pression artérielle n'a fait que diminuer et qu'il est peut-être temps de prendre une mesure correctrice. En arrivant à 11 heures, tout à la fin, vous auriez peut-être regardé la pression moyenne en vous disant « Oh, bah, elle est de 70, c'est encore normal ». Mais non, ce n'est pas normal, parce que depuis 1 heure, vous avez perdu bien plus de 20% de cette pression, et donc cet animal est en hypotension et il est temps de faire quelque chose. Voilà, donc, alors, on est allé très vite sur ces paramètres et on va y revenir avec la prochaine conférence où on va voir ces variations simples et courantes qui sont liées soit à l'installation, soit à une évolution réelle de ces paramètres. Et on va voir ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et on va commencer à raisonner pour la prochaine fois ces variations. Voilà, 3/4 d'heure. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on réponde à quelques questions et qu'on échange sur ce thème. Alors, comme je ne vois pas les questions, je vais peut-être demander à Yveline, si vous en avez, Alors, je réapparais, de en m'en effet. faire part. Merci déjà pour votre intervention, Stéphane. Et une question, en effet, une première question par rapport à la prise de mesure de la température. Donc, si pas de thermomètre œsophagien, la prise de température rectale n'est-elle pas exploitable malgré tout? Si le chien est en hypothermie durant l'anesthésie, je termine ma question, enfin la question, pardon. Ouais. Si le chien est en hypothermie durant l'anesthésie par prise de température rectale, ne reste-t-elle quand même pas corrélée à la température interne? Alors, elle est pas forcément corrélée parce que dès que
dès que l'animal va se réveiller, il va y avoir une vasoconstriction, donc le noyau va pouvoir commencer à se réchauffer, mais l'enveloppe va rester froide. Il y a une corrélation, évidemment, il y a une corrélation parce qu'il y a des échanges thermiques constants entre les deux, mais vous pouvez aussi avoir une mauvaise information de cette température rectale qui n'est pas représentative. Vous pouvez finir la chirurgie avec une température à cœur acceptable de 36,8, 37 et avoir un rectum froid et vouloir réchauffer inutilement un animal. Et si c'est un brachycéphale, c'est dommage parce qu'il va commencer à haleter et s'énerver et faire un coup de chaleur, par exemple. C'est tout bête, hein. Enfin, je veux dire, il n'est pas, il est souhaitable quand même d'avoir cette information à cœur pour avoir quelque chose de représentatif. Oui, ça va être corrélé, mais pas forcément. Ok, merci. Alors, une autre question. Est-ce qu'il faut systématiquement connecter l'ensemble de ces paramètres, quelle que soit la chirurgie? Ah, ça c'est une question intéressante. Le risque anesthésique, il n'est pas le même pour tous les animaux. On le sait. Un ASA 1, voire un ASA 2, a un risque beaucoup moindre, faible, par rapport à un 3 ou un 4. Donc effectivement, on est en droit de se dire que sur un animal qui est en bon état général avec une anesthésie courte, on a moins de risques et on peut prendre moins de précautions, de suivi. Maintenant, si on veut gagner en expérience, si on veut gagner en compétences, en analyse, mon attitude, mon conseil, c'est toujours de les connecter, tous ces appareils, et d'apprendre à les exploiter, parce que le jour où on aura un problème, si on n'a pas l'expérience de cette interprétation et l'analyse croisée des informations, eh bien, on va peut-être pas réagir correctement. Un paramètre, vous allez le voir avec les fois suivantes, un paramètre ne peut quasiment jamais s'interpréter tout seul. Oui, on va avoir une idée, mais on aimerait bien quand même qu'un autre nous le confirme. Typiquement, la capno s'effondre, j'aimerais bien savoir si ce n'est pas la pression artérielle qui s'est effondrée. Mais alors, je peux avoir une information avec la capno seule, mais j'aurai plus de précision avec tous les éléments. Donc, si vous me demandez est-ce qu'il faut les connecter, j'aurais tendance à vous dire oui, pour apprendre, pour se familiariser, pour être prêt le jour où on aura un accident ou une complication. Mais effectivement, après, vous me dites, je vais castrer un chat, est-ce qu'il faut que je fasse tout ça? Non, non, je le ferai pas non plus, peut-être. Ok. Une question concernant la capnographie, side stream ou mainstream? Quelle technologie? Bah, il y a des plus et des moins. Le petit dispositif que je vous ai montré, c'est du side stream, c'est-à-dire que le prélèvement se fait au niveau de la sonde trachéale et est analysé dans la machine. Il y a une tubulure qui emmène le CO2 pour être analysé dans la machine. Il y a un petit délai de quelques secondes. Cette tubulure se charge d'humidité, il faut la changer, c'est du consommable. Euh, euh, bon, c'est bien. Le mainstream, l'analyse se fait au niveau de la sonde trachéale. C'est un dispositif qui est lourd, qui peut tirer sur la sonde trachéale et qui peut
déloger la sonde trachéale. Quand ça tombe, ça casse. C'est bien parce que ça donne une information immédiate, mais vous voyez, il y a d'autres inconvénients. Donc, franchement, c'est celui que vous avez qui est bien. J'ai pas de, Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Par expérience, moi, j'utilise le SideStream. J'aime pas cet énorme capteur sur la sonde trachéale que je trouve encombrant et voilà. C'est mon Personnellement, ce délai d'affichage du SideStream ne me gêne pas. Ok. Mais c'est voilà, c'est très personnel. Et puisque vous parlez de capnographie, on sait que ça génère un surcoût sur le prix de la machine. Est-ce que néanmoins vous conseillez de le prendre? Ça rejoint un peu la réponse que j'ai faite avant. Absolument. Certains anesthésistes le considèrent certainement à juste titre comme le plus polyvalent et le plus multiparamétrique. Il y a peu de paramètres qui vont vous donner une information à la fois sur le métabolisme, sur l'activité cardiaque, sur l'activité ventilatoire, sur les circuits, sur vos réglages d'oxygène. C'est extrêmement riche. Ce créneau de Châteaufort, ces courbes et ces chiffres ont une quantité d'informations à exploiter, alors souvent seul et de temps en temps en rajoutant un des autres paramètres. Mais oui, selon moi, il ne faut pas faire l'impasse sur la capnographie. C'est un paramètre essentiel. En fait, de tout cela, il y en a. Pardon, excusez-moi. De tout cela, j'ai peur de dire, il n'y en a pas un qui puisse être sacrifié. Après, qu'on mette pas la pression invasive ou qu'on mette pas d'autres choses encore plus compliquées en œuvre, je suis tout à fait d'accord. Mais on voit par exemple arriver beaucoup de ventilateurs maintenant sur le marché, de ventilateurs à pression positive. On commence à ventiler beaucoup les animaux, mais ventiler sans pression artérielle et sans capnographie, c'est très compliqué. Je dirais presque que c'est même un peu risqué. Donc, si on a envie un jour de passer à la ventilation mécanique, c'est quasiment indispensable d'avoir au préalable la capnographie et de savoir interpréter une capnographie, de comprendre les informations données par la capnographie. Ok, merci pour ces éclairages. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors attendez, excusez-moi. Vous avez dit qu'il faut changer la sonde du capnographe car c'est inconsommable. Est-ce que vous savez tous les combien de temps il faut la changer? Et est-ce que si on la change trop tard, cela peut influencer sur la valeur affichée sur le monitoring? Quand je parle de la sonde, c'est ce petit capteur qu'on branche sur la sonde trachéale et qui a une petite tubulure qui emmène l'air à l'appareil pour analyse. Ce qui arrive beaucoup à ces tubulures, c'est d'une part qu'elles se plient, et en se pliant, elles font une obstruction, et du coup l'appareil prélève peu de CO2 et vous donne une valeur anormalement basse, ou alors il peut y avoir des fuites et ils n'en prélèvent pas, ou alors ça peut se boucher avec l'humidité. Et là aussi, l'appareil va vous dire non, je n'enregistre pas de CO2 ou alors de manière anormale. En fait, c'est quand l'appareil vous donne une valeur anormale qu'il faut réfléchir en se disant est-ce que c'est pas le tubulure ou le filtre à eau qu'il faut changer, qu'il faut corriger. Je ne vais pas vous donner une fréquence, je n'aurai pas de fréquence à vous donner, ça dépend de l'activité, du degré d'utilisation, de combien d'humidité il va y avoir dans
dans ces éléments, c'est quand vous commencez à avoir des valeurs anormales qu'il faut se demander, est-ce que c'est pas lié à la technique avant de se dire, est-ce que c'est pas lié à l'animal? Non, j'ai pas de fréquence à vous proposer. Mais en revanche, je vous suggère d'avoir toujours un câble de rechange à portée de main. Très bien. Eh ben, écoutez, merci. Je crois qu'on est bon cette fois-ci pour les questions, il me semble. Et je vois surtout qu'il est 13h31. Donc, le temps peut-être pour nous, enfin pour moi en tout cas, de reprendre la main pour, hop là, pour vous rappeler que l'on va avoir, hop, je vais me mettre comme ceci, ça va être plus simple. Ah pardon, j'ai une petite animation, c'était pas prévu au programme. Pour vous rappeler, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, que nous avons 2 autres dates à vous proposer. Stéphane en parlait à l'instant. Le 22 mars prochain, on a donc un deuxième webinaire et puis on conclura le 12 avril par des cas pratiques. Donc certains, même beaucoup d'entre vous se sont manifestés pour participer à ces 2 prochaines dates. Vous recevrez donc les liens très prochainement, peut-être même dès cet après-midi, parce qu'on change de plateforme. Bon, pour vous, ça ne change strictement rien. À nous simplement de vous adresser les 2 liens qui vont bien. Et puis, ben, vous aurez le replay de ce webinaire d'aujourd'hui très bientôt sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous remercie encore Stéphane de votre temps. Je remercie tous les participants également. Vous avez possibilité de nous laisser votre avis à l'issue de ce webinaire. Vous aurez un petit questionnaire à disposition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Elles sont toujours les bienvenues pour faire évoluer nos propositions de formation. Et voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon après-midi et de vous dire à très bientôt. À bientôt, Merci Stéphane, à bientôt. Au revoir. Au revoir.